Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons tenter de montrer, ou du moins d'en faire l'hypothèse, que c'est au cœur de l'Église catholique que s'inventa la République au XIVe siècle, en raison de sa rivalité avec le roi de France. Pour ce faire, nous allons nous intéresser à un personnage italien du nom de Pétrarque, Francesco Petrarca en français. Pétrarque est un des premiers grands auteurs, sans doute l'un des plus éminents de la littérature italienne. Avec Dante et Boccaccio, il est considéré comme l'un des trois plus grands écrivains du bas Moyen-Âge. Donné pour être le fondateur de l'humanisme, il est le premier à partir en quête de la littérature ancienne de langue latine. Au cours de ses nombreux voyages et grâce à un important réseau de correspondants, il rassembla des textes tombés dans l'oubli. Nous sommes ici dans la deuxième couche de la fausse histoire. La première, dont nous parlerons sans doute une prochaine fois, a consisté pour Rome à se créer un passé ecclésiastique en inventant les pères de l'Église, la succession des papes et les mythes fondateurs. Avec Pétrarque, il ne s'agit plus de l'histoire religieuse de Rome, mais de son histoire politique, celle de la République romaine. Les auteurs grecs feront leur apparition plus tard, nous y reviendrons. Originaire de Florence, la famille de Pétrarque s'église à Carpentras, en raison de problèmes politiques. Il poursuit ses études à Montpellier, puis s'installe en Avignon, auprès de la cour pontificale. En effet, quelques années plus tôt, la curie romaine a fait le voyage jusque dans l'ancienne cité provençale pour organiser à Vienne, à la demande du roi des Francs Philippe le Bel, un concile visant à décider du sort des Templiers, de retour des croisades, enrichis par les pillages. Ces derniers prennent de plus en plus de place dans le contexte politique de la Gaule et menacent l'autorité du roi. C'est en effet la plus grande armée européenne. Il faut donc les éliminer. Les croisades, lancées par les Francs au prétexte de défendre le sépulcre du Christ, s'étaient soldées par un échec, et les croisés, maintenant organisés en ordre religieux, revenaient au pays après 2 siècles en Orient. La papauté y avait gagné une armée, qui s'installa tranquillement en Gaule, ou disons dans le territoire carolingien, puisque c'est de là qu'elle était partie. Le pape devenait dangereux. Philippe le Bel réclama la disparition de l'ordre et mit le pape devant le fait accompli. Il fit arrêter et massacrer les Templiers du royaume de France. Le pape n'eut pas le choix, étant retenu en otage en Avignon à sa merci. Après l'arrestation et la condamnation des Templiers, le pape Clément V décrète la dissolution de l'ordre du Temple. Mais ça ne sera qu'un demi-succès pour Philippe le Bel, puisqu'il ne réussit pas à s'approprier les biens de l'ordre qui restent dans le giron du pape, par l'intermédiaire des hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui en héritaient à perpétuité. Même si beaucoup périrent, l'Église, en conservant leurs biens, permit qu'il en subsiste beaucoup, et ils disparurent du paysage sous ce masque. Comprenant que le combat ne pouvait se gagner par le glaive, il fallait le mener sur le terrain des idées, sans d'autres armes que la plume. Outre leur talent militaire, les Templiers connaissaient l'art de construire, l'architecture, mais aussi les langues et les écritures. Ils étaient éduqués, cultivés, et avaient sans doute appris des secrets ramenés de l'Orient magique. La disparition de l'ordre du Temple, aussi mystérieuse qu'on a voulu nous faire croire, ne fut en réalité qu'une mue, au cours de laquelle l'ordre, renonçant aux armes, choisit d'exercer le pouvoir au moyen de l'esprit. Ainsi, l'ordre continua d'exister à l'ombre de l'Église, et on lui confia un projet insurrectionnel secret. C'est en tout cas la thèse que je défends. Mais un projet pas exactement celui de l'Église visible, et qui visait au remplacement de l'organisation féodale par un système de gestion oligarchique aux mains des riches familles.
À cette époque du XIVe siècle, on passe de moments où la puissance, c'est la puissance de la propriété terrienne, puisque c'est la propriété terrienne qui donne l'alimentation qui permet bien d'avoir des troupes, de les nourrir. Et bien à cette époque-là, on voit arriver le règne des marchands qui sont venus pour beaucoup de Constantinople, qui a été saccagé au début du XIIIe siècle, et qui maintenant prennent de plus en plus de puissance. Et ils veulent bien sûr pouvoir décider d'eux-mêmes des politiques à mener. Les modèles d'alors sont la République de Venise et celle de Florence, où les chefs des corporations désignent par tirage au sort le maître de la ville. Donc voilà, c'était pour donner un petit peu le contexte. Les croisés ont échoué au Proche-Orient, ils sont rentrés à la maison, les Templiers ont été explosés, dispersés, et les papes, les papes sont en Avignon sous la coupe du roi de France. Nous sommes alors à l'aube d'une guerre subversive qui dure depuis 7 siècles et dont nous ne sommes toujours pas sortis et qu'on peut appeler la conspiration, c'est-à-dire un complot visant à renverser les maîtres de l'État, c'est-à-dire le roi. Bon, revenons à Pétrarque. Lorsqu'il arrive en Avignon en 1326, Pétrarque a 22 ans, l'affaire est en apparence réglée. Jacques de Morlaix, le dernier maître des Templiers, est mort sur le bûcher à Paris il y a déjà 12 ans, et les papes semblent vouloir s'installer en Provence. Au palais pontifical, Pétrarque peut jouir de la plus grande bibliothèque du monde avec 2000 ouvrages répertoriés. Un an plus tôt, il est entré au service de la famille Colonna, dont il fit la connaissance à travers Giacomo, fils de Stefano le Vieux, un ancien qui règne sur le clan de cette vieille famille du Latium. Avec 18 cardinaux de 1212 à 1766, celle-ci a toujours eu un pied au cœur de l'Église. Au moment dont nous parlons, elle est plutôt en froid avec l'Église catholique, mais globalement, elle a toujours été là. C'est elle, avec les Orsini et d'autres familles du Latium, qui sont en quelque sorte le cœur nucléaire de l'Église catholique. Elle a fourni 2 papes autour de l'an 1000 et un autre en 1400 et des brouettes quand la famille reprend la main sur l'Église catholique. Compte tenu de son origine romaine, cette famille manœuvre pour ramener la papauté au Vatican. Là-bas, elle a ou prétend avoir des actes de propriété sur tout le Latium, au moins, et n'envisage pas de rester sous la domination du roi de France. Un de ses moyens sera la glorification de Rome à travers une littérature découverte pour la circonstance. Pétrarque dira de Rome, Rome, la capitale du monde, la reine de toutes les villes, le siège de l'Empire, le rocher de la foi catholique, la source de tout exemple mémorable. Giacomo Colonna, l'ami de Pétrarque, est historien, auteur de Mare Historiarum, la mère de l'histoire, une histoire universelle, composée en 732 chapitres répartis en 7 livres, allant depuis la création du monde jusqu'en 1250. Mais Avignon permit surtout à Pétrarque de mener à bien un grand dessein qui occupa toute sa vie, retrouver le très riche enseignement des auteurs classiques dans toutes les disciplines et, à partir de cette somme de connaissances, le plus souvent dispersées et oubliées, de relancer et de poursuivre la recherche que ces auteurs avaient engagée. C'est du moins ce qu'il déclare. Il créa, nous dit-on, au cours de ces rencontres, un réseau culturel qui couvrait l'Europe et se prolongeait même en Orient. Il se raconte que Pétrarque demanda à ses relations et amis qui partageaient le même idéal humaniste que lui de l'aider à retrouver dans leur pays, leur province, les textes latins des anciens que pouvaient posséder les bibliothèques des abbayes, des particuliers ou des villes. Mais gageons que ses amis, au même idéal humaniste, n'étaient en fait que des membres d'une confrérie déjà en réseau qui se mit au service de l'écrivain florentin.
Ce réseau devait être celui des Templiers. La proximité de Pétrarque et de la famille Colonna, pilier de l'Église catholique, lui en donnait un accès immédiat. L'Église, ayant autorité sur les anciens Templiers, disparus dans le secret, reconvertis en intellectuels ou en artisans, et dispersés sur l'ensemble de l'Occident chrétien, en particulier la France et l'Europe du Nord, mais avec des attaches aussi dans le monde oriental. Comme cette recherche était récompensée par des monnaies sonnantes et trébuchantes, ce réseau fut un vaste moyen de produire de la fausse littérature. Non pas forcément de la littérature produite pour l'occasion, mais probablement de la littérature recontextualisée dans une traduction grecque ou latine des textes médiévaux disponibles. Par un heureux fruit du hasard, Pétrarque découvre à Liège le Proarchia de Cicéron, un éloge de la poésie et des poètes, comme si une voix d'outre-tombe, la plus grande voix de l'Antiquité romaine, venait chanter la gloire de son découvreur. Comme c'est mignon. Cicéron, né en 106 et mort en 43 avant Jésus-Christ, est un homme d'État romain, brillant orateur, avocat, philosophe, rhéteur et écrivain latin. Il accède à la magistrature suprême, le consulat, et devient un homme nouveau, homo novus. Puis nouveau coup de chance, à Vérone, en Italie, les correspondances de Cicéron. Pétrarque éditera également sa propre correspondance dans un style très proche de celui de Cicéron. Encore à Paris, il découvre les poèmes élégiaques de Properce, soit l'ensemble de l'œuvre de ce poète latin du siècle d'Auguste. À Florence, cette fois, dans la bibliothèque d'un ami, il découvre l'art de la rhétorique d'un certain Quintilien, homme de confiance et ami de Pline l'Ancien, qui a pour élève Pline le Jeune et peut-être Tacite. Du beau monde. Par-dessus les siècles, Pétrarque proposera à Quintilien une sorte de joute épistolaire à laquelle il convoque Cicéron, les confrontant l'un et l'autre sur le thème de la rhétorique. Non seulement ce personnage découvrait des écrits antiques, mais il les découvrait dans un registre correspondant à son cœur de métier, l'art oratoire, l'art poétique, la rhétorique. Et lorsqu'il met en scène l'opposition entre Quintilien et Cicéron, deux auteurs qu'il nous dit avoir découverts, c'est sans doute qu'il présente, dans un petit jeu narcissique, deux facettes de lui-même. Mais ce n'est pas tout, il découvre aussi du Tite-Live, qui est un auteur qui a écrit l'histoire monumentale de Rome depuis Romulus et Rémus jusqu'à l'époque d'Auguste. C'est-à-dire qu'avec Tite-Live, Cicéron et Quintilien, Pétrarque découvre ce qui donne du corps à la République romaine. Il la fait vivre à travers la littérature. Elle sera ensuite complétée par d'autres qui découvriront du Plutarque, du Pline l'Ancien, du Pline le Jeune, enfin toute la clique qui fait la grande époque de la République romaine. Tite-Live, l'historien, en est sa mémoire et Cicéron, apparaît comme la conscience morale de ce siècle. On voit donc que Pétrarque a beaucoup de chance et découvre des auteurs qui sont de grands poètes, de grands rhétoriciens avec lesquels il peut dialoguer à travers le temps, mais il veut également de l'histoire pour ramener la papauté à Rome. Donc il lui faut une histoire qui glorifie Rome. Il la trouve précisément. D'autre part, Cicéron lui-même ne put écrire une histoire monumentale. Il en fit le vœu et en traça les contours tant sur la forme que sur le contenu. Il formula l'idée que le récit historique ne devait pas se contenter de la seule narration des faits, être une chronique, mais il devait être le prétexte à une création littéraire à part entière qui se devait d'embellir la réalité pour soutenir un discours philosophique ou moral. L'histoire de Cicéron est conçue comme un outil d'éducation, pour ne pas dire d'endoctrinement. À vrai dire,
pour la bonne cause, celle de la République romaine. Gageons que l'histoire universelle de Giacomo Colonna puise beaucoup chez Cicéron et Tite-Live, redécouvert par Pétrarque. On voit donc se dessiner l'idée que c'est l'Église catholique qui construit, au moyen de la littérature, l'imaginaire de la République, sans doute dans la perspective de remporter une revanche sur le roi au cours d'une guerre sans armes, une guerre idéologique ourdie au sein des sociétés secrètes. L'Église, à la manière de Janus, une face publique, lumineuse, prêchant le Christ, et une face cachée, secrète, fabriquant les idéaux républicains pour provoquer l'insurrection du peuple contre le roi. Il faut comprendre ici que l'objectif de la fausse histoire n'est pas seulement de fabriquer pour l'Église de Rome un passé prestigieux, mais surtout d'orienter l'avenir en le créant d'abord dans la littérature. C'est le cas de la République moderne, fille de la République romaine, ou de l'État d'Israël, fils de la mythologie biblique. Si l'on croit, comme je le crois, que la littérature antique est une littérature fabriquée au moment où on la découvre, eh bien, il faut bien reconnaître que c'est la famille Colonna qui est au cœur, au centre de l'Église catholique, qui, instrumentalisant Pétrarque, inventa l'histoire comme moyen de propagande et donna du corps à la République romaine qui servit d'exemple aux républiques modernes. Si Pétrarque est considéré comme le premier humaniste, eh bien alors il faut dire que c'est l'Église catholique qui créa cette révolution humaniste qui renversa au final l'Église catholique. Pour Pétrarque, l'humanisme ne s'oppose pas au christianisme. Il est au contraire un moyen de revivifier la foi par la quête d'un idéal disparu. Et de fait, le monde romain qui naît de la littérature antique est un monde rempli d'idéaux, de grandeur d'âme. L'humaniste est un saint qui s'ignore, un saint qui ne se fonde que sur sa grandeur d'homme et non son obéissance à Dieu. Depuis la décapitation de Louis XVI et la victoire de la République, c'est-à-dire de la branche obscure de l'Église, celle qu'on a nommée franc-maçonnerie, celle-ci veut éliminer la maison mère et transformer la vieille dame en structure désuète qui s'abîme dans le présent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.